Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation. Mon invité a 20 ans. C'est une jeune activiste connue dans la sous-région et aussi à l'extérieur du pays pour ses réflexions profondes et solides sur l'avenir de nos pays, cet avenir qui passe forcément par une bonne gestion de la jeune fille, de la future femme. Mon invité s'appelle Khadija Konaté. Khadija, bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation. Bonsoir, un grand plaisir d'ailleurs. Ok, Khadija, vous êtes citoyenne de la Guinée, mais vous êtes une citoyenne de la sous-région. Tout le monde vous connaît et vos actions sont saluées par vos pairs et aussi par la génération supérieure, la génération plus âgée. Alors, rapidement, vous êtes présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors, pourquoi ce club ? Alors, le Club des jeunes filles leaders de Guinée est une organisation uniquement de jeunes filles qui a pour vocation de protéger et promouvoir les droits des filles en République de Guinée et partout dans la sous-région. L'objectif primordial du Club des jeunes filles leaders de Guinée est de valoriser l'éducation des filles et de lutter contre le mariage d'enfants, l'excision, les viols, les questions de grossesse non désirée dans notre pays, mais aussi interpeller les dirigeants, les décideurs, les institutions sur cette cause, étant donné que chacun de nous a sa partition à jouer dans les questions de protection sociale dans nos différents pays. Alors, quels sont les succès que vous avez? Vous avez du succès par rapport à justement cette interpellation des dirigeants en Guinée. Je sais que la Guinée, comme le Sénégal, est une société traditionnelle solide, basée sur des traditions qui sont encore perspicaces et têtues. Alors, quel succès vous avez? Alors, l'une des premières activités d'ailleurs qu'on estime être vraiment l'une des activités phares de l'organisation, c'est ce qui nous a permis en fait de mettre les jeunes filles ensemble, de pouvoir travailler ensemble et interpeller la conscience collective de tout un chacun. Parce que c'était vraiment le premier pas pour nous, pour qu'on puisse prendre conscience en fait de nos potentialités, des valeurs sûres parmi nous et surtout booster afin que nous puissions avoir des meilleures conditions de vie en Guinée. Au-delà, c'est-à-dire la condition des jeunes filles en Guinée est aussi précaire qu'au Sénégal. Et ça revenait au niveau comme on appelle, des textes de loi dans nos différents pays. Alors, quand on prend le code civil de la Guinée, l'âge légal du mariage pour les filles était à 17 ans et pour les jeunes garçons à 18 ans. Tandis que dans le code pénal, c'est 18 ans pour les filles et 18 ans pour les jeunes garçons, dans le code de l'enfant, ainsi de suite. Donc, un problème majeur auquel on était confronté parce que nos détracteurs utilisaient effectivement cet article qui n'est pas en harmonisation avec les autres codes pour nous taper dessus. Donc, on a essayé avec d'autres organisations de jeunes en Guinée qui travaillent dans le domaine de protection des filles, booster, faire des plaidoyers, mais aussi amener les dirigeants à s'intéresser à la question et à harmoniser en fait cet article avec les autres articles. Ce qui nous a amené à avoir l'âge légal du mariage pour les filles et pour les jeunes garçons à 18 ans, dans tous les codes, à travers une harmonisation efficace. C'est vraiment l'une de nos valeurs sûres, d'ailleurs, qu'on met sur la table et qu'on essaie d'amener à tous les niveaux, parce que avoir des textes harmonisés est d'abord la première base. Sinon, ça risque d'être en fait un handicap pour les organisations de défense des droits des filles ou de l'homme, de manière plus générale, ainsi de suite. Maintenant, autre effet, c'est cet espace que nous puissions et que nous cherchons d'ailleurs à obtenir afin de permettre aux filles et aux femmes d'avoir une place. Une place, pas pour être présente, mais une place effectivement pour faire passer un message. Une place pour avoir des actions et une place pour être prise en compte. Donc, ces derniers temps, c'est ce qui a été fait et on parvient, tant aux côtés de la Guinée que dans la sous-région, à avoir cette place, comment on appelle, cette place à tous les niveaux, à être écouté. Mais on estime en fait que c'est vraiment pas suffisant. Même si on parvient à nous donner la place, peut-être au vœu, en termes d'image, on veut dépasser ce niveau d'objet décorateur pour aller vers un système d'action intégrante des instances décisionnelles qui sont prises. Une place à la table de négociation. Ouais. Carrément. Donc ce n'est plus... vous êtes en train de vous battre contre justement cet aspect d'image, de décor, sur les plateaux de conférences, pour parler avec une voix forte et convaincue, n'est-ce pas, des questions. Des succès par rapport à ça, aujourd'hui? Oui, oui. Énormément d'abord d'avancées.
on ne va pas dire de succès en tant que tel, mais d'avancées, des pas qui sont vraiment en train d'être franchis sur ce côté. Mais qu'on rappelle d'ailleurs que ce sont des pas qui ne sont vraiment pas suffisants comme on l'aurait souhaité. Donc si, il fait longtemps, on réclamait une place pour dire qu'on veut être écouté, maintenant, je le disais tantôt, qu'on veut quitter ce stade d'être présent, en fait, de faire l'objet de décoration, parce qu'on a tendance à nous rappeler, en fait, que les jeunes sont toujours là. On a invité un jeune, deux jeunes, trois jeunes, ça veut dire que le jeune a été impliqué. C'est ce qu'ils utilisent. En fait, on a juste envie de leur dire que c'est pas parce que vous nous aviez invités pour que nous soyons là et que vous nous rappelez tout le temps, laissez les aînés parler parce qu'ils sont ceux qui ont des expériences, et rappeler que non, en fait, on a des expériences à notre manière. On sait peut-être nous confronter à des situations qui sont en rapport forcément avec nos vécus, forcément avec notre époque, notre temps, mais forcément avec notre manière de voir les choses, notre manière de vivre, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes époques. Et voilà. Justement, vous avez 20 ans, vous faites partie de cette génération qu'on appelle la génération Z, cette génération qui ferme en fait, qui boucle cette classification des générations qui s'est faite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Votre génération est une génération du téléphone intelligent, une génération du petit haut-parleur, n'est-ce pas? Contrairement à la nôtre où on avait des gros haut-parleurs. Alors, cette génération, elle fait tout pour être légère, prête à réagir. Alors, est-ce que, à l'école, à l'université ou à la maison, est-ce que les parents et les profs vous donnent ce que vous voulez? Alors, ça peut être mon cas, mais je le dis très souvent, quand il s'agit de parler, je ne prends pas l'exemple sur ma personne parce que je peux être une parmi 1000 personnes. Alors, de mon côté, j'ai eu cette chance en fait d'être dans une famille dans laquelle on m'écoute, dans une famille dans laquelle on me donne l'espace. Cependant, ce n'est pas le cas de mes amis que je fréquente, ce n'est pas le cas de ces filles que j'écoute en longueur de journée en rapport avec mon organisation, ce n'est pas le cas de ces jeunes personnes qui sont dans les rues, ainsi de suite. Donc cet espace, ce sens d'écoute que nous réclamons n'existe presque pas. Les parents ne communiquent pas avec les enfants pour dire qu'on veut prévenir l'enfant. On a tendance d'une manière à éduquer l'enfant tout en bloquant l'enfant à s'épanouir. Pourtant, on le dit très souvent qu'il y a assez de types d'éducation. Pour permettre à ton enfant d'émerger, il faut donner une certaine latitude, une certaine liberté à ton enfant. Parce que tu le veuilles ou non, que tu lui donnes la liberté ou non, ton enfant cherchera toujours à avoir cette liberté. Peut-être pas à la maison, mais avec les amis si. Vaut mieux donner cette liberté à ton enfant, en fait, pour lui permettre non seulement de chercher, mais aussi de te rapporter pour avoir une information collective et traiter l'information comme les journalistes le font. À l'école, on a toujours ce système très classique, en fait. Ce système avec un programme qui ne bouge presque pas, un programme très standard où nos dirigeants ont du mal à adapter nos programmes en fonction des réalités de nos différents pays en fait. Absolument. Et c'est ce qu'il faut changer. C'est-à-dire on est là, on sait que vous avez vraiment suivi des programmes très classiques, on est d'accord, mais on n'est plus à votre niveau. On a nos réalités, on a nos manières de voir les choses, on a nos besoins. Le monde est en train d'évoluer, on sait que vous savez que le monde est en train d'évoluer, sauf qu'il faut l'accepter et intégrer dans vos programmes. Sinon, ça ne sert à rien pour le moment. Alors, à ce niveau plus précis, d'ailleurs, on sait que les programmes, le cursus des écoles ne bouge pas, n'a pas beaucoup bougé, alors que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous réclamer du même niveau que n'importe quelle jeune fille de votre âge de 20 ans aux États-Unis, en France, au Canada. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a une réflexion universelle, n'est-ce pas, de votre génération. Alors, comment comptez-vous convaincre les dirigeants, justement, à revoir les cursus scolaires, un enseignement digital, un enseignement basé sur l'interaction? Est-ce que vous l'avez dans vos programmes? Alors, en ce qui nous concerne en tant qu'organisation, association, on n'a pas un programme spécifique dans ce domaine. Cependant, on a des collègues qui travaillent carrément dans le renouveau du système éducatif, surtout pour le cas spécifique de la Guinée, à travers des actions de plaidoyer, à travers des actions de communication médiatique d'ailleurs, pour attirer l'attention et le besoin qu'a les élèves en fait de changer le système éducatif. Chez nous, on va te parler de
la philosophie, on va te parler de je ne sais quoi, d'histoire et autres, sachant que vous avez d'autres besoins. Donc, au lieu d'orienter les étudiants dans des facs ou dans des domaines très spécifiques qui pourront en fait aider le pays, on a toujours tendance à retourner derrière et on s'étonne pourquoi le pays n'avance pas. Sachant qu'on a la réponse juste en face de nous, mais on ne veut pas l'accepter. Alors, votre téléphone intelligent est votre meilleur ami aujourd'hui. Oui. Alors, l'Internet ou le téléphone intelligent ou encore le digital, de manière globale, permet aux enfants, permet aux jeunes, permet à tout le monde d'ailleurs d'accéder à l'information et de se former. Nous permet de développer le networking entre nous. Nous permet de voir au-delà des choses et de nous mettre ensemble pour pouvoir booster les activités. Un enfant, je le disais tantôt, un parent qui refuse de donner la bonne information à son enfant contribue à la désinformation de son enfant. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'enfant ira chercher. Mais est-ce que l'information que l'enfant cherche, c'est la bonne information? On se pose la question. Est-ce que l'information que ton ami te donne, surtout avec cette désinformation qui prend de plus en plus assez d'ampleur sur les réseaux sociaux et tout, point d'interrogation. Donc, en fait, nous, les jeunes, on a tendance à chercher l'information sur les réseaux sociaux, à chercher sur les sites, à chercher sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, de manière plus large et tout. Mais après, à ce niveau, on n'utilise pas, on a un problème. À notre niveau, c'est que les jeunes n'utilisent pas comme ça se doit. Je ne parle pas de tous les jeunes, mais la majeure partie, en fait, des jeunes n'utilisent pas comme ça se doit les réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser à notre faveur, parfois, on l'utilise tellement qu'on l'utilise mal, après, ça retourne contre notre personne. Donc, à ce stade aussi, on a ce véritable problème, nous, les jeunes. C'est parce qu'on ne sait pas comment utiliser les réseaux sociaux, on n'a pas l'information qu'il faut, on n'a pas les cours adaptés pour ça à la nouvelle technologie d'information et de communication dans nos différentes universités ou dans nos salles de classe, nous permettant en fait de connaître les dangers mais aussi les avantages liés à l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication. Est-ce que le gouvernement guinéen, qui vient de changer, est-ce que quand même ce gouvernement, pensez-vous que ce gouvernement va contribuer un peu à une meilleure compréhension entre les générations et aussi à une école nouvelle? Je ne compte me prononcer dessus du moment où ils n'ont pas entamé en tant que tel des actions concrètes. Et on dit toujours, vaut mieux rester sur les gardes que de se prononcer davantage. Je pense qu'on a suffisamment de problèmes. Et s'ils veulent le prouver, c'est très facile pour eux. Ils peuvent commencer déjà à mettre en œuvre des actions. Mais pour le moment, on reste là, on observe et on croise les bras. On n'hésitera surtout pas de rappeler quand besoin se posera pour qu'ils reviennent en fait sur les faits qu'on a besoin d'eux et qu'il faut maintenant commencer à mettre des actions concrètes. Cependant, il est intéressant par contre de signaler que les nouveaux dirigeants qui sont venus à travers le gouvernement de transition, quand même, ont un certain niveau d'unanimité à tous les niveaux, au niveau de la population et tout, notamment les nouvelles ministres de la Justice, de l'Action sociale, de la communication, de l'économie numérique, de l'enseignement. Le Premier ministre aussi. Oui. Et voilà, donc on se dit en fait que oui, pour le moment, les personnes en question, plus le travail qu'elles ont incarné dans les postes précédents, peut donner l'espoir, mais ça ne veut pas dire que ça a donné l'espoir en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces viols qui ont eu lieu il y a quelques années dans un stade? Est-ce qu'il y a eu un jugement en Guinée ou bien est-ce que c'est toujours en instance? Ça s'est passé en 2009. Oui. 2008. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Il y a, je pense, l'association des victimes du stade du 28 septembre qui se sont mises en place pour réclamer la justice. À l'époque, c'était le président Alpha Condé qui était là, le président déchu, mais il n'y a pas eu vraiment d'actions concrètes qui vont dans ce sens, en fait, pour pouvoir rendre justice. On espère qu'avec le nouveau gouvernement, parce que l'association continue, en fait, à faire des plaidoyers sur les cas afin que nous ne puissions plus vivre d'ailleurs les mêmes cas et que quand on a des tragédies ou ce qu'on ne souhaite pas ou quand on a des problèmes, que les premiers recours ou que les filles et les femmes soient vraiment écartées de la situation parce que c'est super important. Oui. Pour revenir un peu à vos actions, vos activités, vous voyagez beaucoup, vous avez été primé plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ça vous fait à votre âge déjà, à 20 ans, qu'est-ce que ça vous fait comme effet d'être une icône de la communication chez les jeunes qui défend carrément les causes de la femme, de la jeune fille, de la future femme? C'est que j'ai un impact.
Et l'impact que j'ai, mon impact n'est pas négatif. Négatif pour les gens qui ne respectent pas les textes de loi, négatif pour les gens qui ne veulent vraiment pas bien travailler, négatif pour les gens qui ne veulent pas voir les choses changer. Mais je sais que j'ai un impact positif. Et ça fait plaisir. Et ce qui me fait plaisir d'ailleurs le plus, c'est toujours voir ce sourire aux lèvres des filles auxquelles mon équipe et moi venons en aide. Et c'est le plus important pour moi. Et je pense que c'est ce que je recherche. Au-delà des prix, au-delà des reconnaissances, au-delà de tout ce qu'on peut offrir, on dit que la meilleure chose que nous puissions avoir dans tout ce qu'on entreprend, c'est cette confiance en soi, c'est cette reconnaissance personnelle que nous puissions avoir à nous-mêmes. Et moi, je pense que pour le moment, jusqu'à maintenant, j'ai cette reconnaissance personnelle. Et qu'on me le dise ou pas, que j'ai un prix ou pas, ou qu'on le crie partout, c'est que ce que je sais, je parviens à faire bouger les choses. Avec mon équipe, je parviens à améliorer les conditions de vie des milliers de filles. Je parviens à impacter positivement, comme je peux, mon pays, les autres pays, mais aussi au niveau mondial. Et je pense que c'est le plus important. Je vais continuer à le faire comme je peux, au-delà des prix qui peuvent venir ou pas, qui peuvent renforcer. Ça fait du bien d'avoir des gens qui nous boostent, qui nous admirent, qui essaient de reconnaître en fait ce qu'on fait. Mais ça ne se limite pas là. Je dis à tout le monde, la reconnaissance personnelle, il n'y a pas mieux. Exactement. Mais maintenant, est-ce que votre action qui est déjà connue, je sais qu'au Sénégal, vous avez beaucoup d'amis de votre génération, est-ce qu'il y a des réclamations, des plaintes qui vous ont été envoyées par vos pairs du Sénégal sur des questions qui sont encore en attente ici? Et oui, énormément de questions. Mais une question d'ailleurs qui me touche personnellement, enfin, qui m'interpelle énormément et que je ne cesse d'en parler à chaque fois que j'ai l'opportunité, c'est cette question de code de l'enfant du Sénégal. Depuis 2013, le processus de mise en place ou d'écriture du code de l'enfant a été entamé. Sauf que là, nous sommes en 2021. Jusqu'à présent, le président de la République du Sénégal n'a pas encore ratifié ce code de l'enfant ici. Pourtant, le besoin, il est là. On voit, c'est vraiment nécessaire pour les organisations de jeunes du Sénégal et d'ailleurs même de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, voir ce code de l'enfant. Parce qu'en fait, on a tendance à mettre les combats au niveau pays. Non. On dit les pratiques de mon pays peuvent influencer les pratiques des autres pays. Il ne faut pas qu'on néglige ce point. Et c'est le cas en fait du Sénégal, où on a l'âge légal du mariage dans le code de la famille, on le disait tantôt, à 13 ans, à 16 ans, c'est-à-dire où on te dit que la fille peut se marier à 13 ans, mais on ne consomme le mariage qu'à 16 ans. C'est absurde de penser comme ça. Comment une fille... Très absurde. Est-ce que le gouvernement ou les services de protection sont là pour chasser, pour chasser ou pour contrôler... surveiller cette fille qui est partie chez son mari pour dire non, tu ne vas pas toucher la fille, sauf quand elle aura 16 ans. Quel mécanisme mis en place? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui permet à une fille de 13 ans d'être enfermée, on va dire comme ça, dans une famille pour dire qu'elle attend ses 16 ans pour consommer le mariage? Et où on voit qu'ils ne sont pas en concordance avec ce qu'ils font. Dans le code pénal, on parle de... Dans le code de la famille, plutôt, on parle de 16 ans. Dans le code pénal, on parle de 13 ans et de 16 ans. Et on voit avec la feuille de route de la CEDEAO que le pays a ratifié, là-bas, on parle de 18 ans. Avec une éducation obligatoire. Ratifié aussi. C'est quoi qui a été ratifié? Maintenant, la question principale, pourquoi il n'y a pas en fait de concordance, d'harmonisation en ces textes de loi? C'est un premier point. Et tout cela conclut le fait que, en fait, le Sénégal n'a pas de code de l'enfant. Ouais. Ça conclut tout, ça bloque tout, et puis on est là, on se regarde. Et la question, en fait, est que depuis un moment, ce code de l'enfant est avec Monsieur le Président de la République. On ne sait pas s'il n'a pas lu, si on ne lui a pas remis. En tout cas, c'est dans son bureau là-bas. Ça serait vraiment intéressant s'il peut d'ouvrir et de lire ce code de l'enfant. Parce que le besoin est là. C'est bien de faire autre chose, mais le plus important, le plus primordial, d'ailleurs, pour tout le monde, pour les enfants et même pour les jeunes du Sénégal, c'est avoir ce code de l'enfant. En fait, on sait que, je ne sais pas si vous travaillez, je ne suis pas sénégalaise, mais ce que je sais, en fait, le plus important, c'est avoir ce code de l'enfant. Vous pouvez le faire, ça ne prend pas assez de temps. Je pense que le code a été élaboré par des personnes qui sont vraiment, qui s'y connaissent d'ailleurs dans le domaine et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on vous a transmis le code de l'enfant. Donc, si vous parvenez, si vous écoutez, ça serait vraiment intéressant que vous preniez des actions urgentes pour... promulguer ce code de l'enfant. Ouais. Alors, quel est l'avenir de la jeune fille de notre région, du Sénégal, du Mali, de la Guinée? Comment voyez-vous l'avenir de cette jeune fille?
Je pense que, à ma connaissance, que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer avec les jeunes filles. Parce que nos dirigeants ne veulent pas se bouger. Nos dirigeants sont avec nous dans nos cérémonies. Nos dirigeants sont avec nous dans les rencontres. Mais nos dirigeants ne sont pas avec nous dans les vrais problèmes. Et je pense que si les jeunes filles se mettent ensemble, ce qui est d'ailleurs en train de se faire, si les jeunes filles de la Guinée savent qu'elles doivent apporter de l'aide aux jeunes filles du Sénégal, les jeunes filles du Sénégal savent qu'elles doivent travailler avec les jeunes filles de la Guinée, les jeunes filles du Mali savent qu'elles peuvent compter sur les jeunes filles du Burkina Faso, et qu'ensemble, nous savons que nous pouvons compter sur nous, ensemble en Afrique, c'est que ça va changer. On pourra booster, on pourra influencer, et on pourra avoir ce système que nous souhaitons. Mais pour le moment, il n'y a pas espoir. Est-ce que vous pensez aux jeunes garçons aussi? Parce que la plupart du temps, il y a un problème entre les filles et les garçons qui font que peut-être les filles sont plus conscientes des menaces qui les menacent, enfin des menaces qui sont en face d'elles, que les garçons qui se sentent un peu trop à l'aise, un peu... Alors, comment est-ce que vous balancez tout ça? La phrase est qu'on n'est pas concerné, c'est ce qu'on dit. Les hommes, les garçons disent toujours on n'est pas concerné, ou sont tellement occupés à faire... C'est les futurs maris. À faire autre chose, d'ailleurs, les futurs maris, les futurs papas, les futurs grands frères et autres. En fait, dans les questions de protection sociale, la protection sociale ne se résume pas qu'à la fille. On dit très souvent, il y a une dame qui m'a dit une fois que sauver une fille, en fait, c'est sauver l'humanité. Éduquer une fille, c'est éduquer l'humanité. Et la question de protection sociale, d'éducation d'une personne d'ailleurs, touche tout le monde. Parce qu'une seule personne peut impacter toute une communauté, peut impacter toute une nation, donc peut impacter le monde entier. Et ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'encadrement, ça dépend de la protection en fait que la personne a reçue quand elle était plus jeune, tout au long de son développement. Et je pense que c'est le cas. Donc nous en Guinée, avec le Club des jeunes filles leaders de Guinée, nous sommes vraiment en train de voir avec un programme qu'on va développer bientôt, avant début janvier, qui est la masculinité positive. L'idée de la masculinité positive pour nous est de cibler les jeunes garçons dans les écoles et même du secteur informel, notamment les jeunes garçons qui font les mototaxis, les jeunes garçons qui sont dans, comment on appelle ça, dans les garages d'automobiles, ainsi de suite, afin d'aller échanger, les interpeller sur les questions de protection et dire en fait qu'ils ont un rôle primordial à jouer. Un rôle pour les rappeler qu'ils ne sont pas en marge du combat. Et d'ailleurs qu'on a besoin d'eux, qu'ils peuvent apporter quelque chose comme nous les jeunes filles. Et que s'ils acceptent de venir avec nous, c'est que ce taux va réduire considérablement comme on l'aurait souhaité. Mais si ils se mettent à côté, de manière directe ou indirecte, qu'ils le veulent ou pas, un jour, ça va leur toucher, que ce soit avec leur fille, leur maman, leur soeur, je ne sais, leur nièce. Ça va quand même passer par leur porte. Et c'est là-bas qu'ils vont comprendre qu'il était temps, en fait, pour eux de s'engager. Dans les grandes conférences internationales, comme le dernier sommet mondial des jeunes filles qui s'est tenu au Togo, parce que le Togo a quand même une position de leader aujourd'hui, avec 35% du gouvernement, ministre femme. Alors, les conclusions ont été données, j'étais dans la salle, et j'ai vu que tout le monde a dit oui, ça va se passer comme ça, mais vous, quelle est votre position par rapport aux promesses, par exemple, qu'ont faites toutes ces personnalités qui sont venues du monde entier, du Togo et de la sous-région, et qui ont accepté vos revendications, que vous-même vous aviez présentées avec votre ami? On a l'habitude d'entendre les engagements, j'ai commencé par dire ça. Les promesses, les engagements, c'est une habitude pour nous de les entendre à chaque fois, de les magnifier, d'acclamer, de nous sentir à l'aise. Mais ça ne se limite pas là. On parlait du Togo tout à l'heure où nous-mêmes on était contents sur le fait, contentes sur le fait en fait qu'au Togo il y a plus de femmes au poste de responsabilité, et tout. Sauf que ça ne se limite pas là-bas. J'ai eu à échanger avec des collègues togolaises qui nous ont dit par exemple qu'au Togo on n'a qu'un seul médecin légiste. Pourtant, nous, on revendique le système ou le fait que les femmes soient au poste décisionnel pour qu'en fait, elles puissent comprendre, elles puissent s'enquérir et elles puissent prendre des actions concrètes ou guider les actions concrètes vers les questions de protection des filles et des femmes ou vers l'autonomisation ou vers l'implication des filles et des femmes. Et dans un pays où, quand on parle des questions de filles et de femmes, on n'a qu'un seul médecin légiste. On n'a presque pas de service de sécurité pour les questions de violence basées sur le genre. La justice a un système tellement
langue, on ne sait pas ce qui se passe dedans. On va dire qu'on est fier de ces femmes qui sont dans le gouvernement. Quelles sont les actions qu'elles sont vraiment en train d'entreprendre? Elles sont là. Le président du Togo, et on le réclame comme Hifoshi, c'est très bien de mettre les femmes au devant de la scène, mais est-ce que ça se limite là? Est-ce que ça se limite carrément qu'aux questions de politique, de faire la politique que du président de la République? Je pense que les vrais besoins d'un ministre, c'est se mettre en fait au service de la population. Mais nos gouvernants ont tendance à changer la donne. C'est-à-dire, ils pensent que c'est la population qui a besoin, c'est la population qui est à leur service et non le contraire. Pourtant, c'est vraiment intéressant pour nous de vous rappeler en fait que non, ce n'est pas le cas. C'est vous qui êtes là au service de la population. Comprenez cela. Et si on parvient à intégrer ça en nous, en fait, on va pouvoir travailler plus calmement. Ou pour accéder à un dirigeant. Pour la Guinée, par exemple, nous, on peut dire qu'on a un accès plus ou moins facile aux décideurs qui sont là et tout. Mais ce n'est vraiment pas le cas dans la sous-région, y compris même le Sénégal où nous sommes, où pour accéder à un ministre ou à la présidence et tout, il te faut tout un protocole de je ne sais combien de temps et ainsi de suite. À un moment donné, il faut qu'on comprenne on est là pour ces gens. En fait, ils sont là, vous êtes là pour nous, la population. Il faut que vous nous facilitez la tâche et que vous soyez là à notre écoute et prendre des actions concrètes en fonction de nos différentes revendications. Le Togo, on parle de Hifoshi, mais ça ne bouge pas au Togo. Il y a de véritables problèmes au Togo. On ne cesse de le rappeler. Dans la salle, d'ailleurs, je pense, du sommet, il y a Madame la ministre. On demande à Madame la ministre, selon vous, quelle action il faut prendre, en fait, pour dissuader les présumés auteurs de faire du mal aux filles. Et Madame la ministre nous répond très bien, il faut dire aux filles d'arrêter d'elles-mêmes de se prendre des images et tout. Mais Madame la ministre, c'est pas ce qu'on avait demandé. On a demandé quelles sont les actions que vous comptez prendre en tant que ministre de l'Action sociale dans la protection des filles contre ces présumés auteurs. Oui, les auteurs de... Alors, Khadija Konaté, je sais que une heure ne suffit pas, mais on se retrouvera sur ce plateau, j'en suis convaincu. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir partagé votre expérience. Une seule petite dernière demande. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes filles du Sénégal? Oui, oui. Et le message pour les filles du Sénégal, c'est que ne vous laissez pas faire. Vous avez une place et très souvent on dit que la place s'arrache. En fait, c'est vrai. On ne donne jamais quelque chose facilement. On va toujours en fait nous rappeler que ce que tu fais c'est très bien, mais tu as une limite. En fait, non, tu n'as pas de limite. Vas-y, fonce. Si c'est pas bien, tu vas reprendre et tu vas réussir. Crois en toi et bâtis ta vie. C'est super important. Personne ne le fera à ta place. Merci Khadija Konaté. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci d'être venu nous voir. Oui. Et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Chers amis, c'était donc Face à la Nation avec mon invité Khadija Konaté, jeune guinéenne, présidente de l'association guinéenne des filles leaders, une fille dont les actions concrètes menées dans la sous-région et dans son pays changent les choses. Et je crois que si tout le monde écoutait ces voix, si tout le monde suivait leur velléité, ce qu'elles ont envie de faire, je crois que nos pays, la sous-région, feraient un grand bond en avant. Sur ce, merci et à très bientôt sur Face à la Nation.